À tout à l'heure. Voilà plus d'un an que nous portons tous ensemble le redressement de la France. Voilà plus d'un an que les Français, chaque jour plus nombreux, répondent avec nous à l'appel de la nation. C'est grâce à vous, chers amis, chers patriotes, que la France a retrouvé des couleurs le soir du 22 avril dernier. Quand nous avons battu tous les records, 6,5 millions de Français ont choisi le retour de la France. Le retour de la France pour le bonheur des Français. Le retour de la France pour le bonheur du monde. Cette campagne présidentielle était une étape importante dans notre chemin vers le pouvoir. Nous avons fait mieux que prévu, nous avons fait mieux que ce que, évidemment, nous prévoyaient les sondages. Merci pour eux. Mais ce n'était qu'une étape. Notre mouvement doit désormais continuer son ascension. Nous avons gagné auprès des Français du crédit. Nous avons gagné une reconnaissance, une adhésion. Nous devons maintenant gagner une part de l'exercice du pouvoir, une part de la représentation nationale, une part que nous méritons. Car nous ne sommes pas là pour témoigner. Nous ne sommes pas à ce point engagés dans le combat politique, dans la conquête électorale, simplement pour exprimer une colère ou un message. Nous sommes engagés parce que nous voulons mettre nos idées au pouvoir. Si nous combattons, c'est que nous avons un objectif et un seul, changer la vie des Français. Des millions de Français le veulent. Des millions de Français, et bientôt une majorité, veulent que nous portions haut les couleurs de la France, leurs couleurs, celles du peuple français, tout entier, réunis sous la bannière de la nation. Alors, les élections législatives qui viennent seront un moment important vers cette marche vers le pouvoir. Nous pouvons décrocher des sièges à l'Assemblée nationale. Nous pouvons provoquer le retour du peuple dans sa maison. Nous pouvons, c'est possible, faire entrer des voix discordantes dans le grand concert de la pensée unique. Nous pouvons faire enfin retentir la parole des oubliés, faire gronder le grand cortège des invisibles, lui redonner au Palais Bourbon la faculté de s'exprimer, de se faire entendre. Et il est bien besoin, en cette période troublée, de faire parler le peuple. Car avec François Hollande, les choses commencent bien mal. Elles avaient, il faut bien le dire, bien mal commencé dès le 6 mai. Dès le 6 mai au soir, des millions de nos compatriotes, médusés, voyaient déferler place de la Bastille des drapeaux étrangers et communautaires et s'effacer nos couleurs nationales. Triste présage d'un quinquennat qui commence sous le règne de l'étranger et du communautarisme. Triste présage d'un quinquennat qui s'annonce terriblement semblable au précédent. Triste présage d'un quinquennat qui sera celui de l'oubli de la France, comme l'avait été celui de Nicolas Sarkozy. Ces drapeaux flottants place de la Bastille, le soir de ce qui aurait dû être une fête nationale, montraient déjà qu'au sommet du pouvoir, la France venait de placer un homme qui n'allait pas tarder à la trahir. Les premiers pas et les premières décisions du nouveau président nous prouvent qu'hélas, nous avions toutes les raisons de craindre son élection à lui aussi. À peine élu, François Hollande a voulu donner aux puissants qui commandent la France depuis plus de 30 ans
tous les gages de sa soumission. Ainsi a-t-il d'emblée confirmé son respect des dogmes intangibles. Vous savez, ces dogmes qui fondent la politique de la France comme celle de la zone euro tout entière, ces dogmes de l'ultralibéralisme et de la supranationalité. Ainsi a-t-il entériné le transfert de la politique budgétaire de la France vers les mains de technocrates non élus, responsables devant personne, totalement insensibles à l'intérêt de la France et de son peuple. L'infâme traité signé par Nicolas Sarkozy, traduction fidèle des desiderata allemands, honteuse abdication de la France devant la suprématie européenne, ne sera pas remis en cause. Il n'a pas fallu longtemps d'ailleurs à Angela Merkel pour constater qu'elle pourrait disposer avec François Hollande d'un allié aussi docile que Nicolas Sarkozy et rapidement changer son fusil d'épaule. Après avoir soutenu l'un, elle s'accommode très vite de l'autre. Voulant amuser la galerie et nous faire croire qu'un autre chemin se dessine, tout au plus François Hollande parviendra-t-il à un endroit ou à un autre du traité Merkozy à ajouter le mot croissance. Comme si une petite retouche cosmétique sur un texte inique allait pouvoir en changer la substance. Comme s'il suffisait de parler de croissance pour que par miracle, elle vienne remplacer la dépression, la crise et son lot de malheurs. Non, c'est bien l'austérité que François Hollande et son gouvernement nous préparent. Une austérité sans doute plus cruelle et plus injuste encore que celle de Nicolas Sarkozy. C'est l'austérité sans fin, la rigueur inutile, celle qui va encore plus plomber nos comptes et faire s'envoler le chômage, faire s'effondrer encore le pouvoir d'achat des Français. C'est cette austérité aveugle qui nous mettra sur les pas de la Grèce, après l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et l'Italie, ce sera le tour de la France. C'est cette folle politique de soumission aux banques et aux marchés financiers, renforcée et mise sur pilotage automatique, commandée depuis Bruxelles et Francfort, qui nous jettera directement dans le mur de la ruine, comme d'autres pays sont en train de s'y écraser. Ces premiers pas de François Hollande nous montrent à quel point nous avions raison de craindre ces paroles prononcées à Londres avant son élection. Non, la finance n'a rien à craindre de M. Hollande. Elle n'a rien à craindre de cette gauche qui avance masquée pour mieux faire passer l'amère pilule de la faillite, du chômage et de la pauvreté. Et d'ailleurs, ne s'est-il pas empressé de défendre le mémorandum grec, c'est-à-dire le retour à l'âge de pierre économique et social? Le nouveau président de la République a décidé d'ajouter à cette infecte tambouille européenne le pire des ingrédients, les eurobonds. Ces dettes communes de la zone euro qui nous précipiteront plus rapidement encore, si c'est possible d'ailleurs, au niveau des Grecs, qui accéléreront encore le train de la ruine collective, celle de tout un continent, et on en est réduit à se féliciter qu'Angela Merkel s'y oppose et interdise les eurobonds à François Hollande. François Hollande assume d'autres héritages de M. Sarkozy. Il n'y a pas que ce funeste traité européen, il y a aussi la méthode, qu'il semble vouloir maîtriser autant que celui qui le précédait. C'est la méthode bien connue de l'enfumage électoraliste. Cette affreuse méthode qui vise à faire croire qu'on agit, à faire croire qu'on respecte ses engagements de campagne, alors qu'au mieux on brasse du vent et au pire on fait l'inverse de ce qu'on avait promis. Le responsable en chef, permettez, de l'enfumage gouvernemental se nomme Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg est chargé de faire sur les plans sociaux ce que Nicolas Sarkozy faisait avec l'insécurité, ou Claude Guéant avec l'immigration. Courir d'un lieu à l'autre, convoquer les caméras, faire de grands discours, faire tourner les moulinets à paroles et à promesses, et ce faisant masquer l'inaction la plus totale et la plus coupable. Car, mes chers amis, à quoi sert-il de courir les usines qui ferment,
de mettre les projecteurs sur quelques cas qui auront eu la grâce d'une intervention ministérielle, quand les centaines d'autres sites menacés seront laissés sur le carreau? À quoi sert-il de courir derrière les plans sociaux, les licenciements, les délocalisations, quand l'ensemble de la politique menée par le gouvernement ne fait qu'accentuer ces phénomènes? Le chantre de la démondialisation pendant la primaire socialiste, celui qui voulait le protectionnisme, celui qui voulait qu'enfin la France remette sa politique économique à l'endroit, se retrouve à jouer les pompiers médiatiques dans le grand incendie ultralibéral qui détruit notre économie tout entière. Attisé par les vents d'une mondialisation plus débridée que jamais, ce grand incendie continuera de décimer notre industrie, nos emplois, tant que rien ne sera fait pour réarmer notre pays dans la mondialisation. Arnaud Montebourg le sait mieux que quiconque. Mais il a succombé, lui aussi, aux ors de la République, aux honneurs ministériels et aux délices médiatiques. Et jouant ce rôle, il se renie. Et puis il y a eu aussi cette décision insensée, ahurissante, de mettre Christiane Taubira au ministère de la Justice. Cette femme indépendantiste, soutien de la désintégration de la République, placée à la tête d'un ministère régalien, mais quel triste symbole pour l'unité de la République, quel triste symbole pour l'autorité de l'État. La suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs aura été sa première mesure. Mais cela se passe de commentaires. On a déjà tout compris. La connivence, la complaisance à l'égard des délinquants et toujours la faiblesse et la lâcheté du PS, décidément, on ne change pas les taches d'un léopard. Pas de changement non plus à l'extérieur de nos frontières. Aux mésaventures militaires d'hier succéderont les mésaventures militaires de demain. Vous avez aimé la Libye et la mise au pouvoir des islamistes et de la charia? Vous adorerez la Syrie, que François Hollande rêve de bombarder. Mais pour y mettre qui? Les islamistes encore? Et laisser un pays sombrer dans le chaos après les fiascos d'Afghanistan, d'Irak? N'ont-ils donc rien compris? Peut-être que dans son testament politique, Nicolas Sarkozy a laissé BHL en héritage à François Hollande. La France doit cesser de faire les guerres des autres et d'y laisser ses fils. La France doit cesser de dilapider notre argent aux quatre coins de la planète pour les beaux yeux de Washington. Nous n'avons rien à faire dans cette nouvelle aventure militaire et nous devrions plutôt venir en aide aux minorités chrétiennes d'Orient, honteusement abandonnées de tous. Ces minorités chrétiennes, victimes premières de ces hivers islamistes qui ont pris la place de leurs printemps arabes. Avec François Hollande, c'est donc finalement une poursuite, voire une amplification du désastre sarkozyste qui s'annonce. Soumission aux dogmes ultralibéraux et européistes, refus de protéger la France et les Français, laxisme, communautarisme, immigration, le même cocktail infernal, la même soupe indigeste d'une politique dont on connaît déjà les résultats. Rien ne changera pendant ce quinquennat. L'enfumage, c'est maintenant. L'échec, c'est maintenant.
Le changement, ce sera encore pour plus tard. Alors, face à cette politique, face à cette fausse alternance, face à cette tragique poursuite de notre déclin, face à cette nouvelle arnaque de l'UMPS, il faut une opposition. Vous me direz qu'une opposition, de toute façon, se dessinera à l'Assemblée, quel que soit le résultat des élections. Mais ce serait là l'erreur tragique. Quand je dis qu'il faut une véritable opposition au gouvernement en place, je ne pense évidemment pas à cette fausse opposition que pourrait représenter l'UMP. Mais oui, parce que je viens de vous le dire, et nous vous l'avons dit tellement souvent, PS et UMP ne sont que les deux faces de la même médaille. C'est l'UMPS que nous combattons depuis déjà de si nombreuses années. Comment croire qu'un camp, hier au pouvoir, et ayant mené la même politique que celle aujourd'hui menée par les socialistes, pourrait raisonnablement s'opposer sur l'essentiel? Car PS et UMP, dès qu'il s'agit de l'essentiel, et dès que l'on quitte les sujets accessoires, sont toujours là pour s'entendre. Europe, euro, plan de renflouement, transfert de souveraineté, confiscation de la démocratie, de la politique budgétaire, austérité, laxisme judiciaire ou sécuritaire, immigration massive. Mais ces options sont les grands choix communs de l'UMP et du PS. Ce sont ceux qui font la ruine et la dilution de la France depuis 30 ans. Alors oui, il faut une vraie opposition au gouvernement en place. Il faut une vraie opposition pour faire de notre Assemblée une Assemblée vraiment nationale. Nous ne voulons pas une simple collection de robots décérébrés par l'utopie européiste. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire d'ailleurs par les artifices de campagne, par le choix de sujets de diversion, vous les connaissez, hein, qui arrangent bien l'UMP et le PS, et servent à faire croire que les deux partis pourraient s'opposer frontalement. L'affaire Taubira est d'ailleurs, à ce titre, en même temps piquante et emblématique, lorsque l'on apprend de sa bouche qu'elle avait été contactée par Nicolas Sarkozy en 2007 pour faire partie de son gouvernement. Décidément. Décidément. C'est M. Copé qui n'a pas dû être content quand il l'a appris. Ne vous faites pas avoir par le droit de vote des étrangers. Cet épouvantail toujours agité par la gauche pour faire croire que PS et UMP sont différents. Car même sur ce sujet, l'UMP n'est pas au clair. Hein. Souvenons-nous que Nicolas Sarkozy, il y a quelques années, à peine quand même, se faisait le défenseur de cette idée antinationale. Lui aussi était prêt à vendre le dernier des droits sacrés de nos concitoyens à ceux qui n'ont pas la nationalité. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, les députés UMP comptent dans leur rang de nombreux partisans du droit de vote des étrangers. Dans la courbe ligne de l'idéologie mondialiste et internationaliste. Même sur ce sujet, la collusion entre l'UMP et le PS émerge derrière les apparences. Sur ce sujet aussi, il faut des opposants résolus, dont on sait ce qu'ils pensent. Nous sommes de toutes nos forces opposés au droit de vote des étrangers. Comme nous nous opposerons à toute politique de détricotage de la citoyenneté française. Ce combat, nous le menons depuis toujours et pour toujours. Nous sommes résolument, et sur tous les sujets, les seuls véritables défenseurs de la nation, de la souveraineté exclusive du peuple français, et donc défenseurs de ses intérêts.
Nous seuls défendons le fait de réserver certains droits aux nationaux avant de les accorder aux étrangers, ce que nous appelons la priorité nationale. Mais c'est pour ça que voter pour l'UMP ne sert à rien. Ce parti politique n'a pas les fondamentaux idéologiques qui lui permettent de s'opposer véritablement. Non, choisir l'UMP, ça n'est pas choisir la France. Choisir l'UMP, c'est comme choisir le PS, c'est choisir la dilution de la France dans le magma mondialiste, c'est enfoncer la France encore davantage dans la folie ultralibérale, européiste, immigrationniste, c'est entériner les dogmes fondamentaux partagés avec le PS. Le problème de fond, c'est que ce parti a été contaminé par le laxisme et l'internationalisme de la gauche. L'UMP n'est plus qu'un reflet pâlichon de celui auquel il fait semblant de s'opposer. Je sais que beaucoup d'électeurs de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle ont été séduits par son discours national. J'avais pourtant averti les Français. Croire en l'UMP, c'était croire en une illusion, tant celle-ci nous avait prouvé 10 ans durant qu'elle était tout, sauf le défenseur de la nation et des Français. Et je pense qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy parti, les choses deviennent plus claires encore pour ses électeurs. L'illusion définitivement tombe. La réalité de l'UMP s'éclaire, elle apparaît crûment aux Français. Aujourd'hui, plongé dans la guerre des chefs, guerre déjà déclarée avant même les élections législatives, l'UMP ne sait plus où elle va. Il y avait autrefois un chef, un discours qui semblait donner un cap, même si ce cap était en fait une illusion. Aujourd'hui, il n'y a plus rien que le néant d'un champ de ruines qui ne demande qu'à s'étendre, plus de boussole, plus de repères, plus de convictions structurantes, rien qu'un assemblage hétéroclite qui a perdu toute vision, qui n'a plus de direction, plus d'énergie. Cette guerre des chefs à l'UMP ne mérite que notre mépris. Ces ambitieux, dévorés par l'appétit du pouvoir, obsédés déjà par la candidature présidentielle de 2017, imaginez, à peine la défaite de Nicolas Sarkozy est-elle annoncée qu'ils repartent déjà au grand combat des égaux, leur sport favori. Et mes chers amis, dans ce contexte affligeant, que penser des déclarations récentes de Jean-François Copé? Celui qui, pour quelque temps encore, dirige un parti en déroute, ose nous dire que notre seul objectif serait de faire perdre l'UMP. Comme notre objectif aurait été, selon lui, pendant la présidentielle, de faire perdre Nicolas Sarkozy. Mais ont-ils besoin de nous pour perdre? Que chacun balaie devant sa porte. Si Nicolas Sarkozy a perdu la présidentielle et si l'UMP va perdre les prochaines législatives, c'est bien la faute de Nicolas Sarkozy lui-même et de l'UMP elle-même. Mais évidemment, car par leur vote, les Français, libres de porter le jugement qu'ils veulent, ont évidemment sanctionné un pouvoir en échec. Et ils sanctionneront dimanche prochain, peut-être plus sévèrement encore, un parti qui a activement participé à l'échec de Nicolas Sarkozy. En politique, on récolte les fruits que l'on sème. Nicolas Sarkozy n'a semé que déception, tromperie et trahison. Ses électeurs l'ont logiquement abandonné. L'UMP est le parti de la compromission permanente, de l'alignement systématique sur des options totalement contraires aux attentes de ses électeurs. Faut-il s'étonner dès lors que ces derniers s'en détournent? On nous accuse de nous maintenir lorsque nous pouvons être au second tour. Mais n'est-ce pas le rôle, le devoir même de tout parti qui respecte ses engagements
qui respecte ses électeurs. Nous voulons le pouvoir. Nous sommes porteurs de cette espérance pour les millions de Français qui nous soutiennent. Devrions-nous quitter la compétition au milieu du gué? Se désistent-ils, eux, à l'UMP, pour nous faire élire au second tour? Ah non, c'est l'exact inverse. Ils appellent à nous faire battre. Ils appellent à voter PS ou Front de gauche ou communistes pour nous empêcher d'entrer à l'Assemblée. Ils voteraient pour n'importe qui pour que nous soyons battus. Beaucoup l'avouent, comme Nathalie Kosciusko-Morizet. Au moins, elle a le courage de le dire, alors que les autres l'encouragent en douce. Et nous devrions, nous, être la béquille de ce grand corps malade qu'est devenu l'UMP. Désolé. Désolé, chers hiérarques de l'UMP, d'ailleurs. Nous sommes une force conquérante et indépendante. Le Rassemblement Bleu Marine fédère au-delà du Front National et nous sommes maintenant l'aiguillon moteur de la vie politique. Si le scrutin législatif était démocratique, on peut toujours rêver, nous ferions rentrer plus de 100 députés à l'Assemblée nationale. Si, comme la quasi-totalité des pays européens, nous avions un suffrage proportionnel, équitable, nous serions l'une des premières forces politiques au Parlement. Elle est là, la réalité. Nous sommes bridés par le mode de scrutin magouillé entre les deux partis de l'UMPS, par ce système qui craint par-dessus tout notre force de conviction, notre courage, notre foi en la nation. Ils sont allés jusqu'à redécouper ma circonscription d'Hénin-Beaumont au bénéfice du PS. Écoutez, s'il devait y avoir une preuve de la connivence entre l'UMP et le PS, elle pourrait être là. Oh, nous ne sommes pas des enfants, nous avons bien compris. Leur objectif est clair. Pas un seul député du Rassemblement Bleu Marine à l'Assemblée. C'est ça leur but. 6,5 millions de Français, 20% des électeurs rejetés, bannis, des sous-citoyens. Eh bien, ceux-ci vont à nouveau se faire bruyamment entendre. Ce système nous combat parce qu'il sait que nous sommes pour le peuple, pour le retour du peuple dans sa maison. Ce système qui veut nous empêcher parce qu'il sait que si nous rentrons au Parlement, rien ne sera plus comme avant. Parce qu'il sait que les combines seront dénoncées, que la voix des invisibles et des oubliés portera enfin, oui, à l'Assemblée nationale, nous aurons la flamme que les autres n'ont pas. Nous aurons l'envie que les autres n'ont plus. Nous aurons, mes amis, l'amour de la France comme carburant, alors que les autres ne croient plus dans notre pays. Nous serons force d'opposition à un système qui fait mal, force d'information sur ce qui se trame dans les allées dorées du pouvoir, et surtout force de proposition sur tous les sujets qui intéressent les Français. S'ils veulent que nous soyons absents de l'Assemblée nationale,
c'est parce qu'ils tremblent devant ce rôle que nous y jouerons pleinement. Ah! Bien sûr, un député du Rassemblement Bleu Marine aura forcément plus de voix et d'écho que les autres, noyés dans la masse de leur parti, sans saveur ni conviction, saturés qu'ils sont d'ambition personnelle, de défense acharnée de leurs intérêts personnels. Un député du Rassemblement Bleu Marine fera connaître haut et fort la vérité. Il dira tout haut dans l'hémicycle ce que les Français n'osent plus dire, mais pensent si fort. Il ne laissera rien passer, acceptera ce qui est bon, si le cas se produit, mais s'opposera de manière féroce, de toutes ses forces et de toute son âme, à ce qui blesse la France, les Français et particulièrement les plus petits d'entre nous. Ça sera fini pour eux. La possibilité de cacher les rapports, de masquer des chiffres, de maquiller des statistiques, de brider les débats. À l'opacité et aux petits arrangements entre copains de l'UMP et du PS succédera le temps de la transparence et de la vérité. Nous serons constructifs, mais sans concession. À eux, les petites combines, la petite politicaillerie de boutique. À nous, au Rassemblement Bleu Marine, la grande politique, la seule digne de la France. Oui, mes chers compatriotes, je vous en fais le serment. Nos députés, à la fois à l'Assemblée nationale et sur le terrain auprès de leurs électeurs, ne sommeront pas. Pour eux, ce ne sera pas 35 heures. Mais le travail, encore le travail et toujours le travail. Parce que nous voulons remettre la France au travail, nos députés commenceront eux-mêmes par se retrousser les manches et aller au charbon. Ah, ça risque de trancher, hein. Ça risque de trancher avec les élus dilettantes, là, avec les élus de salon, vous savez, qui pullulent dans les rangs de l'UMP et du Parti socialiste. Nos députés n'auront de cesse de proposer le changement, mais le vrai, celui-là. La rupture avec un système qui échoue depuis si longtemps. Ils porteront un projet centré sur les protections qu'attendent les Français. Catégories populaires, classes moyennes, retraités qui n'en peuvent plus. Protection économique et sociale. Et sur ce point, nous mettrons les autres élus au pied du mur. Veulent-ils, oui ou non, les droits de douane ciblés que nous proposons pour lutter contre la concurrence internationale déloyale que nous font certains pays et réindustrialiser la France? Ou pensent-ils que la France est condamnée à l'ouverture totale et sans contrôle de ses frontières, à l'ultralibéralisme, au pouvoir absolu de la banque et des marchés financiers? Ce sera intéressant de les mettre au pied du mur. Les élus du Rassemblement Bleu Marine porteront le projet protectionniste qui est le nôtre. Ils seront les porte-voix et les porte-votes du patriotisme économique et social pour soutenir nos petites entreprises, nos PME, PMI et organiser la renaissance d'une industrie française prospère, moderne, créatrice d'emplois et de richesses. Nos élus s'attacheront à protéger les plus petits sur la question cruciale de l'accès aux soins. Il est insupportable de voir tant de nos compatriotes obligés de renoncer à se soigner correctement, faute de moyens. Alors oui, nous nous battrons sans faiblesse pour une santé de qualité pour tous les Français, des hôpitaux de qualité, la fin des déremboursements de médicaments. Nous rejetterons la privatisation de la santé et cette médecine à deux vitesses qui ferait tant les affaires des compagnies d'assurance et des lobbies qui gravitent autour de l'UMP et du PS. Mais
Protéger l'accès aux soins, c'est lutter aussi contre les fraudeurs et les profiteurs qui honteusement abusent de la solidarité nationale au détriment de plus en plus de ceux qui en ont vraiment besoin. Nous proposerons dès les premières semaines de notre élection l'abrogation de l'aide médicale d'État. Dont je vous rappelle tout de même qu'elle a été mise en place par Jospin au profit des clandestins et conservée, aggravée par Nicolas Sarkozy et l'UMP. Nous prendrons à bras-le-corps le chantier de la dépendance, parce que nos anciens et leurs familles n'en peuvent plus d'attendre. Nous demanderons la création immédiate de la carte vitale biométrique contre les fraudes et j'y tiens particulièrement la détection des trains de vie suspects. Vous savez, ces pseudo-chômeurs, ces bénéficiaires d'aides sociales multiples qui roulent en grosses cylindrées, qui partent en vacances quand ceux qui bossent n'en rêvent même plus. Oui, nous serons les seuls et vrais protecteurs des Français qui triment, des Français qui rament, des Français qui n'en peuvent plus, des Français méprisés, oubliés, invisibles encore. La tolérance zéro sera notre credo absolu pour rétablir la sécurité des Français. Englués dans leur angélisme pour les uns, dans leurs mensonges pour les autres, les représentants du PS et de l'UMP sont parfaitement disqualifiés sur la sécurité et l'immigration. Nos élus auront une mission à l'esprit, en permanence, rétablir l'autorité de la République sur chaque mètre carré du territoire national. Ah oui, ces élus, ils seront là pour réclamer des mesures évidentes, la reconstitution des forces de police et de gendarmerie, saccagées ces 5 dernières années, la mise en place de la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. La fin de remise automatique de peine. Je rappelle que 15 ans de prison, ça doit être 15 ans, pas 8. La mise au pas des 5000 caïds qui terrorisent nos quartiers. La lutte sans pitié contre la drogue. Et à ce sujet, qu'il est désolant, qu'il est révoltant de découvrir ce matin dans nos journaux que les jeunes Français sont les plus gros consommateurs de drogue en Europe. Mais quel malheur pour notre pays, quel drame pour notre jeunesse, quelle honte pour les dirigeants au pouvoir ces dernières décennies qui ont laissé complaisamment se développer le fléau de la drogue dans nos quartiers, dans nos campagnes, parmi nos jeunes. Et parce que les deux sont bien évidemment liés, l'immigration devra être stoppée. C'est cela aussi que nos députés proposeront sans attendre. La fin de Schengen et le contrôle de nos frontières sera au cœur du projet que nous mettrons dans le débat. Tout comme nous protégerons nos compatriotes dans ces lointaines banlieues et dans nos campagnes désertées par les services publics. C'est une autre protection que nous proposerons, celle qu'offrent des services publics de qualité, moins chers, extraits des griffes ultralibérales de la Commission européenne. Dès notre arrivée, nous proposerons que l'État contrôle à nouveau les tarifs publics et que les tarifs du train, du gaz et de l'électricité baissent immédiatement de 5%. Les grandes entreprises concernées prendront sur leur immense bénéfice. Quant à la taxe sur l'essence, la TIPP, vous le savez, nous porterons le projet d'une baisse de 20%
que financera une surtaxation des grands groupes pétroliers et gaziers. Voilà comment recréer la justice. Voilà comment soulager les automobilistes. Voilà comment aider les plus faibles. Voilà comment aider les classes moyennes à sortir la tête de l'eau. Voilà comment protéger nos compatriotes. Voilà comment redonner un espoir et un avenir à la jeunesse de France. Voilà comment respecter nos anciens et les aider concrètement. Oubliez, invisible, vous aurez des avocats à l'Assemblée nationale avec les députés du Rassemblement Bleu Marine. Vous aurez des hommes et des femmes qui seront près de vous, à votre écoute, là pour vous aider, et actifs à l'Assemblée pour vous soutenir, pour relever la France. Français, aimez-vous votre pays? Alors, envoyez à l'Assemblée nationale des hommes et des femmes amoureux comme vous de la France. Des patriotes sincères, convaincus, mobilisés, qui ne reconnaissent que 3 couleurs, le blanc, le bleu, le rouge. Des patriotes qui chérissent leur drapeau, des patriotes qui exigeront le retour intégral de l'apprentissage de l'histoire de France au collège et au lycée. Des patriotes qui exigeront le respect de notre peuple face à l'explosion du racisme anti-blanc et anti-français. Qui semble légitimé par un système qui scandaleusement continue à le nier. Français, bougez-vous. J'ai besoin de votre entière mobilisation. Voyez combien les députés du Rassemblement Bleu Marine seront utiles à la démocratie, utiles au débat, utiles à la transparence, utiles à l'avenir de la France. Voyez comment ils bousculeront le ronronnement établi d'une assemblée de notables endormis et connivants. Voyez comment, armés de notre projet et de leurs convictions, ils trancheront avec les combinaisons d'appareils. Vous avez voté pour moi à la présidentielle. Vous croyez comme nous en cette formidable dynamique, en cette espérance historique que nous représentons. Alors, allez aux urnes le 10 et le 17 juin. Vous avez une formidable occasion d'imposer la démocratie et d'imposer la recomposition de la vie politique, de la décongeler, de la rendre plus proche de vous, imposer par la force des urnes aux dirigeants politiques cette recomposition gagnante, au-delà des seules étiquettes, par l'union de ceux dont le combat ultime est la France. Les apparatchiks de l'UMP sont ailleurs, déconnectés de leurs électeurs. Ils sont toujours prêts à faire voter socialistes contre nous. Beaucoup nous le disent. Et viennent vers nous beaucoup qui ont encore cru à Nicolas Sarkozy cette fois-ci, mais déjà dégoûtés par le spectacle affligeant de leur minable guerre des chefs et des égaux. Déjà les choix de Hollande sèment le doute dans son propre camp, tant le changement annoncé ressemble furieusement à la continuité. Tournez-leur le dos. Faites le choix de la rupture. Faites le choix de la France. Faites le choix de la liberté par la souveraineté. Faites le choix de la fraternité par la solidarité nationale. Faites le choix d'une France fière, conquérante, sûre d'elle-même. Faites le choix d'une France libre, rassemblée, fraternelle. Faites le choix de la France avec nous, pour vos enfants. Faites le choix de votre cœur, que la raison soutient. La vague bleu marine a déjà déferlé dans les cœurs. Elle a submergé les urnes de la présidentielle. Elle doit maintenant ouvrir grand les portes de l'Assemblée nationale. Français, tout dépend de vous. Mobilisez-vous, bougez-vous, battez-vous. Vive la République!
solennellement, nous allons entonner ensemble notre hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de